Bonjour. Alors, merci d'être là. Donc, cette première diapo, pour ceux qui ont une bonne vue, elle résume à peu près toute ma présentation. Mais rassurez-vous, je vais détailler un petit peu. Donc, je vais commencer par une observation clinique qu'on a eue dans le service de néonatologie récemment et qui nous a donné envie de communiquer sur le sujet du diabète gestationnel. Voilà, qui quand même est un problème de santé publique, comme l'a dit Estelle tout à l'heure et Sandrine. Voilà. Donc cette observation, oulala, en fait c'est pas la bonne version. Bon, c'est pas grave. La mise en page sera pas parfaite, mais on va suivre. Voilà, donc l'histoire de cette grossesse, c'est une dame de 38 ans qui présentait une obésité ancienne, un tabagisme, qui avait présenté un certain nombre de fausses couches spontanées et une grossesse marquée par un diabète gestationnel déjà antérieurement, avec un bébé qui était né macrosome. En fait, elle avait une glycémie à jeun en début de grossesse qui était pathologique et il y a une indication de mise sous insuline en mai. Et en fait, elle n'a pas été observante parce qu'elle était en situation sociale très précaire avec des problématiques de violence conjugale. Elle est présentée en août, une complication, une infection assez sévère, une pleuropneumopathie pendant la grossesse. Et à partir d'août, à ce moment-là, elle n'avait plus aucun traitement. Elle a été revue ensuite en octobre et à ce moment-là, elle n'avait toujours pas de traitement. À 33 semaines, la dernière échographie montrait une macrosomie et un hydramnios. Le 13 novembre, elle se présente à 37 semaines. Alors, elle est venue parce qu'elle avait mal au ventre, c'était vraiment pas spécifique. Et puis, très rapidement, on a diagnostiqué des anomalies de rythme avec un rythme micro-oscillant et un début de ralentissement. Donc, il y a une césarienne qui a eu lieu en extrême urgence. L'enfant présentait une acidose profonde à la naissance avec un pH à 6,9, des lactates élevés, un très mauvais Apgar. Voilà, il était bradycarde, en apnée, il a été ventilé, on a pu récupérer un rythme cardiaque correct, mais du fait d'une hypoventilation, on a décidé de l'intuber rapidement. Alors l'enfant d'emblée, il était très gros avec une paroi très infiltrée et on n'arrivait pas à le ventiler parce qu'il avait un ventre très tendu. Donc il a été massé, il a eu de l'adrénaline, il y a une hémorragie des voies aériennes pendant la manœuvre d'intubation très importante et très très inhabituelle. Et donc, on l'a transfusé en urgence en globules rouges, puis il a été transféré en néonatologie. À ce moment-là, il était très hypoxique. Sous 100% de DFiO2, on n'avait pas une bonne saturation. Donc, l'évolution, elle a été marquée sur le plan respiratoire par une ventilation invasive de 26 jours, puis une extubation avec un besoin de ventilation jusqu'au début décembre. Janvier. Il y a une petite erreur. Voilà. Sur le plan hémodynamique, il avait une hypertension pulmonaire sévère avec une hypoxémie réfractaire. Il a été sous monoxyde d'azote, puis sous sildenafil pendant 2 mois. Il a eu besoin d'un soutien hémodynamique. Et sur sa radio, il y avait une cardiomyopathie, donc une cardiomégalie majeure. Voilà, avec un aspect pathologique du poumon, qui est une très faible ampliation, avec une scissurite et puis des anomalies de transparence, de la trame. Voilà, ça c'est une silhouette thymique, c'est pas du tout pathologique. Voilà, mais ce qui frappait d'emblée, c'était cet énorme cœur. Donc il a présenté également une défaillance multiviscérale avec des troubles hématologiques, une cytolyse, une insuffisance rénale, etc. Sur le plan neurologique, l'hypoxie à la naissance avait entraîné une encéphalopathie anoxo-ischémique, donc un retentissement cérébral de l'hypoxie. On n'a malheureusement pas pu le mettre en hypothermie parce qu'il était trop instable. La première IRM était très rassurante, donc ça c'était vraiment une bonne nouvelle. Par contre, du fait de sa réanimation prolongée, il a eu un syndrome de sevrage morphinique très long puisqu'il a été substitué 2 mois. Il a eu des troubles de l'oralité avec une autonomie à 1 mois et demi de vie. Et au moment de la sortie, il présentait des troubles du schéma moteur, une irritabilité, une absence de contact visuel. Voilà. Donc en tout, il est resté 2 mois et 1 semaine. Puis à 9 mois, au dernier contact, il gardait un retard moteur, mais avec une bonne évolution, puisqu'il était non fixé, assez harmonieux, avec notamment une belle motricité fine et une socialisation. Voilà, donc on s'est posé beaucoup de questions sur le diagnostic au début. On a éliminé des causes infectieuses, métaboliques, génétiques. Et puis en fait, tout ce tableau, en fait, sont simplement
on va dire, les conséquences du diabète gestationnel non traité, avec un cas un peu historique. Alors, je vais rappeler un petit peu les bases. Donc, le diabète gestationnel, c'est tout état d'hyperglycémie qui débute ou qui est découvert pendant la grossesse. Les facteurs de risque classiques, l'obésité, l'âge maternel supérieur à 35 ans, classiquement, une histoire familiale de diabète de type 2, des ethnies à forte prévalence de diabète de type 2, bien sûr une patiente qui a déjà présenté un diabète gestationnel sur une grossesse antérieure, ou une patiente qui a eu un enfant macrosome par le passé, parce que souvent il y a quand même un sous-diagnostic. Donc la prévalence de cette complication de la grossesse, elle augmente très fortement et dans le monde entier. Il y a une tendance vraiment généralisée, et aussi en particulier dans les pays à faible niveau socio-économique, pas seulement dans les pays industrialisés. Pour la Fédération internationale du diabète, ça représenterait jusqu'à 14% des grossesses, voire 20% dans certaines régions, une grossesse sur 5, ce qui est énorme. Voilà. On est de plus en plus amené aussi à découvrir un diabète de type 2 préexistant à la grossesse, ou un autre diabète, mais bon, généralement, la situation qu'on rencontre, c'est le diabète de type 2. Donc on est de plus en plus amené à découvrir un diabète chez des femmes à l'occasion de la grossesse. Et vous voyez que la tendance dans cette étude prospective, c'était 10% des situations en 1999 et le double en 2005 déjà. Donc là, on a une tendance avec des patientes de plus en plus jeunes qui présentent des diabètes de type 2 qui sont en âge de procréer. Donc ça va pas, on ne va pas dans le bon sens. Donc la physiopathologie, donc dans la physiopathologie de la régulation glycémique pendant la grossesse, normalement en situation physiologique, il y a d'abord une élévation de la sensibilité à l'insuline chez la patiente. Donc il y a des patients qui peuvent présenter de l'acétonurie et des hypoglycémies en début de grossesse à cause de ça. Ça, c'est pour favoriser le stockage dans les adipocytes au premier trimestre. Ensuite, les hormones maternelles et placentaires, elles vont provoquer une insulinorésistance modérée chez la maman, qui va permettre de mobiliser le glucose pour le fœtus, puisque c'est le substrat énergétique du fœtus. Voilà, donc la tendance à partir du deuxième trimestre, c'est ça, et l'insulinorésistance relative, elle va augmenter tout au long de la grossesse. Après l'accouchement, il y a normalement un retour très rapide à l'état physiologique. Donc, dès la délivrance, les mamans récupèrent une régulation glycémique physiologique. Si la fonction hépatique est déficiente, excusez-moi. Voilà, en situation pathologique, donc si la maman elle a une insulinorésistance qui est préexistante à la grossesse, ou si elle a déjà une fonction pancréatique déficiente, forcément pendant le deuxième trimestre, l'hyperglycémie va être constante. C'est le diabète gestationnel, et en plus il y a un phénomène de néoglucogenèse intrahépatique qui va aggraver les choses. Alors, le retentissement sur la grossesse et le fœtus au premier trimestre, il y a un risque de fausse couche spontanée au premier trimestre. Chez des femmes qui présentaient un diabète de type 2, si l'hémoglobine glyquée est élevée, ça peut être jusqu'à 30% de fausse couche spontanée. C'est assez énorme. Il y a un risque malformatif aussi, puisqu'il y a un effet sur l'organogénèse à ce moment-là, et il y a une corrélation entre le contrôle glycémique et le risque malformatif. Alors, il y a une malformation qui est assez rare et qui est assez spécifique, c'est le syndrome de régression caudale, c'est une agénésie des vertèbres sacrées et coccygiennes, avec un retentissement sur la formation des organes du petit bassin qui est très grave, qui peut aller jusqu'à la sirénomélie. Mais ça, on n'en voit quand même pas régulièrement. Et par contre, ce qu'on va voir, c'est des malformations très variées. Il n'y a pas de spécificité vraiment d'organes, cœur, rein, système nerveux central. Par contre, il n'y a pas de risque d'aberration chromosomique surajouté. Voilà, donc en illustration, j'ai mis une communication interventriculaire, qui est une de celles qu'on voit le plus, donc on voit très bien ici, à différents stades de la grossesse. Alors, à partir du deuxième trimestre, les complications fœtales, elles sont liées à l'hyperinsulinisme et hyperanabolisme fœtal. Donc, le bébé, il va avoir un apport énergétique accru, il va se mettre en hyperanabolisme, et en réaction, il va sécréter énormément d'insuline de son côté. Il y aura un hyperinsulinisme du fœtus. Donc, ça va entraîner une macrosomie, un hydramnios parce qu'il y a une polyurie fœtale, en fait, parce que le liquide amniotique est à 90% composé d'urine fœtale.
Et il y a une hypoxie tissulaire relative parce que l'enfant, pour assurer son hyperanabolisme, il va avoir une consommation accrue d'oxygène, mais le placenta a des capacités de transfert limitées, hein, et donc ces enfants qui peuvent avoir une hypoxie tissulaire chronique. Il y a aussi également un retard de maturation pulmonaire, hein, ça c'est l'effet de l'hyperinsulinisme au niveau des pneumocytes de type 2, hein, qui vont retarder la maturation. Et bien sûr une hypertrophie du myocarde, hein, qui a prédominance septale en général. Alors, il faut savoir qu'à partir du deuxième trimestre, hein, chez ces patientes, hein, il peut y avoir d'autres complications associées, hein, et ça concerne près de 25% des patientes. Hein. Elles peuvent développer une HTA gravidique associée, une prééclampsie. Hein, certaines patientes peuvent aggraver une néphropathie sous-jacente, hein, dans le cas des patientes diabétiques de type 2. Hein, et toutes ces complications peuvent entraîner une insuffisance placentaire. Et dans ces cas-là, le tableau chez le fœtus, ce sera plutôt un retard de croissance, un oligoamnios. Hein, donc là, on n'a pas l'énorme bébé, on a plutôt des bébés qui grossissent pas très bien. Donc là, vous voyez, hein, ce bébé, il a vraiment pas suffisamment de liquide amniotique, hein, comparé à celui-là qui nageait dans sa piscine. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un tableau extrêmement fréquent et qu'il faut rechercher. Voilà. Au troisième trimestre, hein, les complications vont être essentiellement celles qu'on redoute le plus, des morts fœtales in utero. Hein, et le cas du premier enfant, on peut dire que si cette patiente n'avait pas consulté ce jour-là, ça aurait été probablement l'issue très rapidement pour cet enfant. Voilà. Et bien sûr, la prématurité, hein, qui, effectivement, en soi, l'hydramnios peut entraîner une prématurité, mais toutes les complications associées peuvent nous amener à induire une prématurité, notamment en cas de retard de croissance. Donc à la naissance, on va avoir le tableau le plus classique, hein, la macrosomie, hein, donc vraiment des très gros bébés, très adipeux, très gras. Hein, donc sur l'accouchement, on va avoir plus de complications, hein, avec des accouchements dystociques, notamment la dystocie des épaules, puisque les épaules, c'est le diamètre le plus large, hein, du bébé, hein, donc c'est là que ça pose problème. Hein, avec parfois des élongations du plexus brachial, hein, qui peuvent être source de séquelles motrices. Hein. Voilà, donc il y a des traumatismes obstétricaux du fait d'extraction difficile, et puis des souffrances fœtales, bien sûr, parce que quand le travail est compliqué, le retentissement peut être très rapide sur la tolérance du bébé. Ça va entraîner, du fait de retard de maturation pulmonaire, hein, des détresses respiratoires néonatales et des maladies des membranes hyalines, c'est-à-dire un bébé qui est incapable d'excréter du surfactant de qualité en quantité suffisante, hein, dans ses alvéoles à la naissance. Il peut y avoir des troubles métaboliques, hein, donc l'hypoglycémie qui est la plus fréquente, hein, des complications du diabète gestationnel, des hypocalcémies, et en réaction à l'hypoxie chronique, c'est des bébés qui peuvent avoir une polyglobulie avec parfois une hyperviscosité sanguine, hein, des symptômes liés à la polyglobulie, et bien sûr, plus il y a de globules rouges, plus il y a de risque d'ictère néonatale. Mais le deuxième tableau, vous l'avez compris, ça peut être celui-là, hein, avec des bébés trop petits pour leur âge. Donc dans ce cas-là, il y a moins de risque de traumatisme obstétricaux, mais c'est des enfants qui sont très fragiles, hein, au moment du travail. Donc c'est des enfants qui peuvent avoir des asphyxies périnatales aussi. Les complications respiratoires sont les mêmes, les complications métaboliques aussi, l'ictère, la polyglobulie. Mais par contre, ces enfants-là, ils ont des complications spécifiques. Hein, ils sont plus fragiles, avec des durées d'hospitalisation prolongées pour leur faire reprendre du poids. Ils font des complications digestives. Hein, voilà. Donc c'est encore d'autres morbidités. Voilà, donc ça c'est pour illustrer un petit peu ce que peut être une maladie des membranes hyalines. Hein. Voilà, donc sur cette radio d'un enfant donc, qui a été intubé, hein, vous voyez qu'il y a vraiment un poumon qui est complètement blanc. Voilà. Hein, donc ça c'est une maladie de membrane hyaline sévère. Hein, donc généralement ces détresses respiratoires sont prises en charge en ventilation non invasive avec des machines de CPAP spécifiques. Hein, mais pour certains bébés, ça peut nécessiter de la ventilation mécanique et de l'instillation de surfactants exogènes. Hein, donc c'est quand même lourd. C'est une des raisons pour laquelle on a un peu freiné sur les déclenchements précoces en cas de diabète gestationnel, parce que ces enfants qu'on faisait naître vers 37 semaines et qui présentaient beaucoup de détresse respiratoire, hein, du fait de retard de maturation. Alors, j'ai fait une petite étude pour avoir un petit peu une idée de ce que ça représentait en termes de nombre de patients. Hein, donc sur 6 mois, dans le service de néonatologie, on a eu 195 admissions. 89 concernaient des enfants prématurés et 106 des enfants à terme, hein, donc c'est à peu près équivalent.
On retrouvait un dépistage du diabète gestationnel dans 84% des dossiers. Donc c'est quand même pas mal, surtout que c'est des rétrospectifs. Hein, donc il y a probablement sous-déclaration dans les dossiers. Voilà. Et parmi les enfants admis, donc en tout, dans notre population totale, on avait 11% d'enfants de mères diabétiques. Parmi les prématurés, 18%. Et parmi les bébés à terme, 10%. Voilà. Donc ça concerne les hospitalisations en néonatologie. Hein. Voilà. Donc en tout, hein, sur mes 11%, ça faisait 23 enfants. Dans 8 d'entre eux étaient des prématurés, c'était le motif principal d'hospitalisation. 5 présentaient une détresse respiratoire, 1 une hypotonie et 4 une hypotrophie. Voilà, donc j'ai recueilli que le motif principal d'hospitalisation, puisqu'on peut avoir aussi un prématuré hypotrophe, une détresse respiratoire chez un hypotrophe, etc. Alors il faut savoir que ce sont des maladies qui sont plurifactorielles, hein, que ces tableaux, voilà, c'est difficile de dire que s'il n'y avait pas eu de diabète, ces enfants n'auraient pas été hospitalisés, je ne peux pas du tout dire ça, hein, mais n'empêche, c'est un constat, hein, parmi les enfants prématurés, il y en a presque 1 sur 5 qui est un enfant de mère diabétique sur cette période-là. Hein. Voilà. Donc à peu près 1 sur 5 était macrosome, hein, 21%. 39% nécessitaient une admission en soins intensifs réanimation. Et la durée moyenne de séjour était de 13 jours, hein, avec bien sûr un fort impact des durées de séjour pour les enfants prématurés, hein, jusqu'à 70 jours. En tout, ça concernait sur 6 mois 300 jours d'hospitalisation, les enfants de mère diabétique. Alors, je vous fais un petit focus sur l'hypoglycémie parce que j'en ai pas parlé. Dans cette période-là, on n'a pas eu d'admission que pour cette raison. L'hypoglycémie, ça va être quand même la complication la plus fréquente. Et, hein, elle est très généralement gérée en maternité ou en unité kangourou. Hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente dans mon tableau. Hein, donc, c'est la conséquence de l'hyperinsulinisme chronique. Hein, le bébé, il fabrique de l'insuline à fond. Et puis, brutalement, hein, il n'y a plus d'apport glucidique à la naissance, on coupe le cordon. Et on lui demande en plus d'augmenter très fortement ses dépenses énergétiques puisqu'il doit thermoréguler. Donc là, évidemment, il va y avoir un petit problème et donc les enfants peuvent présenter des hypoglycémies. Hein, il faut savoir que c'est un risque de morbidité neurologique très important, hein, donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Hein, les premiers jours, il y a vraiment une vulnérabilité cérébrale et l'hypoglycémie peut être pourvoyeuse de séquelles plus tard, hein, si elle n'est pas reconnue et traitée rapidement. Donc ça entraîne un travail de dépistage qui est assez énorme en maternité. Ça se traite par des apports enrichis en calories. Parfois, on a besoin de mettre une sonde nasogastrique, hein, pour pouvoir augmenter les apports caloriques d'un enfant, voire une perfusion parentérale. Hein. Et en cas d'hypoglycémie très sévère, on peut être amené à utiliser glucagon aussi, hein, sous couvert d'un apport calorique suffisant pour favoriser la néoglucogénèse. Voilà. Donc à la maternité du CHT, on a un protocole, hein, voilà, qui comprend la reconnaissance des enfants à risque avec les courbes de poids, les trop petits, les trop gros, hein, et toutes les situations à risque d'hypoglycémie. La prévention qui va d'abord être très importante, il va falloir faire une alimentation précoce, hein, il ne faut pas traîner avant de les alimenter, les aider à thermoréguler, ça c'est hyper important. Et puis après, il y a tout un tas de conseils en fonction du mode d'allaitement pour les soignants. Voilà. Et ensuite, deuxième partie du protocole, alors vous voyez, c'est très très détaillé, c'est très lourd, hein. Il y a tout un processus parce qu'on fait ça parce que ça concerne énormément d'enfants et que sinon on est appelé toutes les 2 minutes pour chaque dossier. Donc on met en place un protocole très lourd avec une surveillance dextro, hein, qui est régulée avec des intervalles, est-ce qu'il a mangé, pas mangé, etc. Et puis après, un processus d'enrichissement par palier, hein, avec de la dextrine maltose, de l'huile de TCM, alors soit dans du lait pour prématuré, soit dans le lait de mère, en fonction de la situation. Hein, et si ça ne suffit pas, ils sont hospitalisés en néonatologie, hein, pour un apport sur sonde nasogastrique ou par voie parentérale. Voilà. Oula. Alors, en parlant avec différents intervenants, parce que c'est pas forcément un sujet que je connais très bien, la maman, donc j'ai eu l'aide quand même du docteur Descamps en endocrinologie du CHT et du docteur Bouissou. J'ai essayé de faire 5 diapos pour les enjeux, un petit peu pour la prise en charge, hein, pour vous, les praticiens des mamans, parce que moi, c'est pas mon cas. Hein, donc, les enjeux quand même de la prise en charge, c'est d'abord de vraiment préparer les grossesses en cas de diabète préexistant. Hein, ça, c'est hyper important. Donc, il faut que les patientes qui sont en âge de procréer, qui ont un diabète,
elles maîtrisent leur contraception, donc c'est un sujet qu'il faut aborder, prévoir. Il faut que le diagnostic de la grossesse se fasse de façon précoce, parce que si on a passé la période d'organogénèse, c'est dommage. On peut éviter énormément de problèmes si le diabète est bien équilibré avant. Les patientes obèses, elles ont un retard de diagnostic de grossesse parce que, du fait de leur morphologie, mais aussi parce qu'elles ont des troubles du cycle, qui fait que c'est plus compliqué pour elles de se sentir enceintes, de reconnaître leur grossesse. Idéalement, il faut optimiser l'équilibre glycémique 3 mois avant la conception et maintenir l'HbA1c en dessous de 6,5. Et bien sûr, avant la grossesse, il faut vraiment faire le point des comorbidités, néphropathie, rétinopathie, parce que tout ça, ça va forcément s'aggraver pendant la grossesse et il faut vraiment qu'on fasse le point et qu'on maîtrise tout ça avant. Le dépistage, il consiste à une glycémie à jeun en début de grossesse. Donc le but, c'est de vraiment dépister les patientes qui présentent un diabète préexistant à la grossesse. Et sinon, on va utiliser l'hyperglycémie provoquée par voie orale avec 3 dosages, H1, H1 et H2 après la charge en sucre. Il suffit d'une valeur pathologique pour faire le diagnostic. Voilà. Par la suite, on peut être amené à réévaluer si on a un signe d'appel échographique, notamment une macrosomie anhydramnios. Voilà. Donc le dépistage est très important, mais je trouvais que sur notre population, il y avait quand même un bon taux de dépistage. Voilà. Ensuite, le traitement, c'est d'abord un traitement diététique. Après, enquête alimentaire, on va essayer de maîtriser l'apport calorique pendant la grossesse avec une répartition assez étagée dans la journée, 50% d'apport sous forme de glucides. Voilà. Et évidemment, il faut éviter les sucres rapides. On va préconiser une activité physique et si le contrôle glycémique n'est pas suffisant, on va mettre la patiente sous insuline. Les objectifs glycémiques qui sont très restrictifs par rapport à ceux du diabète du type 2. Dans le diabète gestationnel, on va avoir des objectifs plus serrés. Voilà, il faut savoir que souvent, les patientes, elles sont quand même dans des... Voilà, les problèmes surviennent quand les patientes sont en situation de vulnérabilité. Ça fait quand même écho avec la première présentation qu'il y a eu, parce que c'est pour ces femmes-là que ça va être le plus compliqué de bien manger, d'être observantes, de comprendre, de faire leur surveillance glycémique. Et ça, c'est vraiment des situations qu'on voit parce qu'on cumule les facteurs de vulnérabilité et de morbidité néonatale. Alors, le suivi, bien sûr, il va falloir dépister l'HTA gravidique associé, les complications vasculaires, pour éviter l'évolution vers le retard de croissance. Et puis, elles auront après un suivi de fin de grossesse rapproché avec des surveillances de rythme cardiaque fœtaux, une échographie supplémentaire à l'approche du terme pour évaluer le bien-être fœtal, décider de la voie d'accouchement en cas de bébé macrosome, etc. Voilà. Et le dernier enjeu, c'est l'après. En fait, ça, c'est important. Ces patientes, elles ont 7 à 10 fois plus de risques de développer un diabète de type 2 dans leur vie. Voilà. Donc, elles ont 40% de risque d'avoir un diabète gestationnel pour une grossesse suivante, alors qu'une patiente qui n'a pas eu de diabète gestationnel, la grossesse d'après, elle aura seulement 4% de risque. Donc, il faut vraiment dépister après ces patientes, les suivre. Les interventions sur le mode de vie, elles ont prouvé leur efficacité, mais c'est vrai que c'est lourd à gérer tout seul au cabinet. Voilà. Et il semblerait, ça c'est un élément assez récent mais très important, que la promotion de l'allaitement maternel permettrait à sa patiente d'avoir une meilleure régulation glycémique après l'accouchement et d'avoir un risque de diabète de type 2 ultérieur qui diminue. Voilà. Et même pour des durées d'allaitement très courtes. Donc, peut-être que l'ambiance hormonale des premières semaines, elle va être plus favorable si la maman allaite pour un retour à l'euglycémie. Voilà. Donc il faut dépister le diabète de type 2 par glycémie à jeun 3 mois après l'accouchement, voilà, par une glycémie à jeun. Et ces patientes devraient avoir une évaluation à peu près tous les ans, puisqu'évidemment le diabète de type 2 ne va pas se déclencher immédiatement. Mais voilà, donc dans le suivi de ces patientes, c'est vraiment important que les soignants qui les rencontrent pensent à ça et à dépister. Voilà. La dernière chose, après le diabète gestationnel, on va parler des enfants. Donc on a parlé de la période néonatale, mais en fait, on a de plus en plus, et ça fait écho aussi avec la première présentation, il y a de plus en plus de preuves qu'il y a un programming de l'enfant pendant la grossesse. Donc dans ce papier qui est très bien fait, qui parle du cercle vicieux du diabète, on y est, puisque là, cette étude APO qui concernait un très grand nombre de grossesses au départ, il y avait plus de 10 000 grossesses qui ont été suivies. Ils ont pu suivre de façon longitudinale à peu près 4000 enfants. Et ils ont pu montrer que plus l'enfant avait été exposé à des glycémies élevées pendant la grossesse, plus il avait de risque de développer une insulinodérésistance
avec parfois jusqu'à 20% dans certains pays d'états prédiabétiques ou diabétiques de type 2 avant 22 ans. Alors c'est vrai, ça paraît presque extrême, quoi. Voilà. Et l'environnement postnatal n'explique pas seulement cette observation. Il y a un réel programming métabolique pendant la grossesse. Puisque parmi ces enfants, il y a des enfants qui n'avaient pas d'obésité, pas d'adiposité supplémentaire, qui n'avaient pas d'autres facteurs, qui avaient une activité physique normale, et qui malgré tout avaient plus d'insulinorésistance que les autres parce que la glycémie de leur mère a été élevée pendant la grossesse. Voilà. Il y a des modèles animaux qui corroborent ça aussi, notamment chez la souris. C'est-à-dire être exposé à des glycémies élevées pendant la grossesse, on a plus de risques de développer une insulinorésistance et de façon de plus en plus précoce. Donc voilà, donc c'est un cercle vicieux, vous l'avez compris, parce que plus il y aura de diabète, d'insulinorésistance, de diabète de type 2 dans la population, plus il y aura de diabète gestationnel, plus il y aura d'enfants avec un programming métabolique défavorable, qui seront diabétiques de plus en plus tôt, avec des jeunes femmes en âge de procréer qui seront à risque de diabète gestationnel, etc. C'est déprimant. C'est déprimant. Alors, ils disent, il y a 3 niveaux d'action, quoi. C'est essayer d'amener les femmes à une meilleure hygiène de vie, à diminuer leur risque de développer une insulinorésistance avant d'être enceinte. Voilà. Le contrôle glycémique pendant la grossesse, c'est hyper important parce que c'est là qu'on peut casser le cycle. C'est-à-dire que c'est sûr que si on laisse ces enfants être exposés à une hyperglycémie, on va se retrouver une génération d'après avec le problème en pire. Alors que si on est bon sur le contrôle du diabète gestationnel, on a une chance de diminuer quand même la prévalence du diabète de type 2 après. Voilà. Et puis bien sûr, la prévention secondaire, une fois que... chez l'enfant, quoi. Voilà, donc favoriser l'environnement de l'enfant pour avoir une bonne hygiène de vie. Et voilà, en sachant que les enfants qui ont été exposés à l'hyperglycémie, ils ont un statut défavorable, donc ça va être plus compliqué pour eux d'éviter l'obésité, le surpoids, etc. Bon. Voilà, donc c'est devenu un sujet presque banal, mais avec une morbidité à court terme qui est pas négligeable, qui nécessite un gros investissement des personnels de maternité, des hospitalisations en néonatologie, et puis bien sûr un retentissement sur la santé de la population à long terme. Voilà, le diabète gestationnel, c'est quand même une situation où il y a un effet sur la qualité de vie de la patiente. C'est lourd, c'est 4 à 6 contrôles glycémiques par jour, des injections d'insuline, une surveillance du régime, etc. Voilà, c'est de l'inquiétude sur les premiers jours de vie du bébé, des hospitalisations. Voilà, ça nécessite une prise en charge vraiment de plein de professionnels coordonnés, sages-femmes, obstétriciens, diabétologues, infirmiers d'éducation, les pédiatres, etc. Et c'est sûr qu'en s'appuyant sur des réseaux de santé, on sera meilleur. Voilà.